Bienvenue à tous à ce webinaire où nous allons évoquer cette situation inédite et évoquer les réponses que les entreprises peuvent directement mettre en œuvre. Ici, on va vraiment se focuser sur l'organisation de nos entreprises sur le territoire, tout en ayant en tête les actions et les dispositifs d'accompagnement organisés par l'État, organisés par la collectivité qui existent. De nombreuses communications sont en cours à ces sujets. Gardons-le en tête, mais aujourd'hui, focusons bien sur nos entreprises. Quels sont nos moyens en interne pour pouvoir pallier à cet événement tout à fait inédit? Les conséquences de la pandémie Covid-19 sont tout à fait extraordinaires et on a affaire vraiment à un impératif de sécurisation sanitaire des populations, ce qui engendre directement une indisponibilité partielle et parfois massive de nos ressources humaines. Les effets sont bien sûr immédiats pour l'ensemble des acteurs, essentiels ou non. On a affaire à une réduction de voilure, par conséquent une réduction d'affaires, et certaines activités habituellement stratégiques comme la réception du public sont particulièrement impactées et on le verra par la suite, le seront encore pour une durée qui est pour le coup encore incertaine. On parle de 15 jours, on peut parler d'un mois, ce n'est aujourd'hui pas très clair et c'est sujet à d'éventuels rebondissements. Alors, on n'est pas encore, si je puis dire, à la fin du monde, puisque nos activités disposent encore de leurs locaux. L'environnement de travail habituel reste opérationnel, aussi bien les chaînes de production que les bureaux et les équipements de travail habituels. Pour schématiser un petit peu la criticité de l'événement que nous rencontrons, je vous propose cette chaîne de niveaux d'alerte opérationnelle qui existe à plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'alerte proposé par l'État, celui proposé par l'ARS. Aujourd'hui, on est au cœur de cette crise avec un niveau de phase épidémique à forme sévère. Donc, on parle du coup de pandémie. Potentiellement, 30% de la population peut être touchée. Ce qu'on note également, c'est une fréquence de plus en plus élevée de formes sévères qui amène à devoir recevoir de plus en plus de patients dans des services de réanimation, qui causent aujourd'hui les problématiques sanitaires que l'on rencontre. Donc, pour nous repositionner aussi et bien formatiser, schématiser l'événement qu'on rencontre, je vais vous donner deux définitions d'une gestion de crise qui permettent de prendre un petit peu de recul et nous permettent de se positionner face à cette question qui est aujourd'hui un peu biaisée, mais faut-il se préparer à l'inimaginable? Alors, je barre le ini, faut-il se préparer à l'imaginable aujourd'hui? On verra après que notre territoire est soumis régulièrement à des crises aussi bien globales comme celles que l'on rencontre, mais des crises qui peuvent être plus unitaires ou plus spécifiques à une entreprise liées à la perte de données ou à des incendies, en tout cas à des pertes de systèmes d'information ou des pertes d'environnement de travail. Donc, de définition, très globalement, une crise, c'est quoi? C'est une mise en péril des objectifs premiers d'une organisation. Une organisation économique, pour le coup, via une crise Covid, donc subit un impact majeur. Voilà la définition. Et une définition qu'on se donne, nous, sur le terrain, pour être plus terre-à-terre, plus pragmatique, c'est une crise et tout événement non prévisible majeur qui rend impossible l'accès ou l'utilisation de l'environnement habituel de travail ou de son système d'information. Donc là, le constat est que nous sommes vraiment dans ce cas. Et je le répète, aujourd'hui, on va parler autant réactivité face à la crise que besoin d'anticipation pour le futur. Je le fais, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais je le fais quand même de refaire la chronologie très proche des différentes crises que l'on a eues. L'épidémie du chikungunya, Maria et Irma, particulièrement pour Saint-Martin, le Zika, qui sont restés au stade épidémique. Et nous voici donc avec la pandémie Covid-19, ce qui est vraiment une crise hors cadre, soudaine, globale, généralisée.
Et sans oublier les crises unitaires ou conventionnelles que vous allez malheureusement pouvoir connaître au sein de chacune de vos entreprises, hein, via les cyberattaques et pertes de données, sachant que chaque entreprise aujourd'hui est de plus en plus, et le sera encore plus dans le futur, dépendante de son système d'information. Les cyberattaques et pertes de données est un facteur de risque extrêmement important et à prendre en considération immédiatement. Même si ce n'est pas l'objet de ce jour, les réponses que l'on apporte dans cette présentation peuvent être transposées sur ces risques-là. Et des crises un petit peu plus habituelles, si je puis dire, description de l'environnement de travail du système d'information via les incendies, inondations qui arrivent très régulièrement. Donc, pour se donner une visibilité, une chronologie d'une crise, je vous propose cette frise. Cette frise qui part du début du sinistre, qui va être l'élément déclencheur, un incendie, un acte de confinement sanitaire obligatoire, une perte de données massive liée à une destruction des moyens informatiques ou un cyberpiratage. Donc ces éléments doivent amener l'équipe dirigeante et l'équipe d'une entreprise à établir sa gestion de crise. Donc si on est préparé, on passe en mode déroulement d'un plan de crise et d'un plan de continuité. Si on n'est pas préparé, on doit se mettre dans une posture de réactivité immédiate sans pour autant passer en mode urgentiste. Donc, c'est-à-dire se donner les moyens, les méthodes et l'équipe pour faire les choses correctement. Donc, on verra qu'il y a plusieurs axes, hein. Il y a l'axe des continuités d'activité métier et l'axe de reprise d'activité. Continuité d'activité, notamment pour les services essentiels, c'est l'art de, même en cas de force majeure, d'être en mesure de continuer sans interruption les activités les plus essentielles. La reprise d'activité va être l'exercice de redémarrage après le choc, de redémarrage progressif de ces activités. Et en parallèle, on a affaire vraiment à un axe de confinement, donc là c'est celui qui est spécifique à notre crise actuelle, pendant lequel on va devoir jongler avec les ressources, avec les réglementations, avec les impacts directs de la crise. Et on notera en parallèle à ces tâches opérationnelles, hein, qui vont être la continuité, la reprise, la gestion du confinement, on va avoir l'organisation de la crise, la gestion de la crise, la logistique, la trésorerie, la communication et principalement la gestion sociale et humaine qui devront perdurer quoi qu'il arrive. Peu importe la taille de l'organisation, hein, peu importe que mon organisation comporte 10 collaborateurs ou je sois une plus grosse PME avec 500 collaborateurs, je dois me poser à chaque fois ces questions-là à différents niveaux de précision. Deuxième partie de cette frise, on note la planification de la sortie de crise. On en parlera à la fin du document. C'est un exercice pas évident, d'autant qu'une sortie de crise est pour le coup assez imprévisible, sujette à de nombreux rebondissements. Donc néanmoins, il va falloir anticiper. Prévoir un certain nombre de dispositifs, notamment RH et communication, pour pouvoir redémarrer au moment voulu de manière efficace. Et bien sûr, après le sinistre, il sera important, surtout en se mettant en considération que la gestion de crise et le plan de continuité d'activité doit être intégré à l'ADN d'une entreprise, hein, autant que la qualité, autant que les autres fonctions support, gestion sociale, finance, ressources humaines, communication. La gestion des risques doit être partie intégrante d'une entreprise, encore une fois, peu importe sa taille. Et justement, ce scénario tout à fait inédit du Covid devra amener l'entreprise à repenser cette gestion de manière pragmatique, mais redoutablement efficace. Donc, pour nos entreprises, quels sont les enjeux directs, hein, pour se préparer et rester opérationnels? Pour ne pas fonctionner en mode urgentiste, les entreprises doivent anticiper ou à défaut être très réactifs à cette situation de blocage majeur. Quand on est pris sous le coup d'un sinistre tel que celui-là, il faut se poser deux questions immédiatement. Quels sont les impacts de ce sinistre sur les activités stratégiques de mon entreprise? Qu'est-ce que je vais pouvoir continuer à faire? Est-ce que j'ai des services essentiels au regard de la cité, au regard de l'exigence de fonctionnement des populations?
de l'alimentaire, de l'énergie, du transport. Si je suis dans cette posture, je dois me mettre en relation avec les services de l'État pour faire fonctionner ces services essentiels. Normalement, ces entreprises qui ont rôle essentiel durant les crises ont déjà préparé cette gestion de crise, ont déjà préparé leur continuité d'activité. Néanmoins, il est toujours bon de se poser la question. Pour les entreprises moins stratégiques au regard de la cité, la question reste la même et tout à fait aussi importante, à savoir qu'est-ce que je dois pouvoir continuer à faire, dans quelle mesure, avec quels moyens, et donc comment je vais m'y prendre, donc quelles sont les stratégies de continuité envisageables. Aujourd'hui, on remarque que le gouvernement n'a pas demandé à l'ensemble des secteurs d'arrêter de travailler. Alors, je pense à la distribution, hors alimentaire, je pense au BTP. Aujourd'hui, les entreprises doivent, dans une certaine mesure, continuer à travailler. Donc, les distributeurs doivent, dans une certaine mesure, amener à avoir un plan efficace. Et tous ces efforts doivent permettre aux chefs d'entreprise et à son organisation de limiter les impacts au regard de l'image externe. Pour les clients, les partenaires, les sous-traitants, l'entreprise doit rester présente sur son marché et viable et fiable lors d'un événement bloquant majeur. La relation client, fournisseur, partenaire doivent être conservées, même à minima. Les affaires doivent continuer dans une certaine mesure et dans le respect des règles sociales et des règles légales. Aussi, mesurer et organiser la satisfaction de ses collaborateurs. Il faut pouvoir les accompagner, on dira, à différents niveaux dans la gestion sociale de cette crise et assurer à minima une organisation interne apte à répondre aux exigences directes de l'entreprise. Donc, comment organiser sa résilience? Alors, il y a un adage qui est facile, hein, gérer, c'est prévoir. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes dans un cas où certains acteurs n'ont pas prévu. Donc, il faut pas lâcher pas baisser les bras et néanmoins s'organiser même en mode réactif. Donc, globalement, moi, je constate hein, à travers la rencontre avec différents clients, différents acteurs du territoire, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, mais également dans l'Hexagone, que les entreprises de toute taille hein, sont globalement prêtes sur le plan pratique et technique. Les chefs d'entreprise sont dotés de bon sens, donc savent organiser avec moins de moyens une activité. Néanmoins, on constate également que le formalisme, les boîtes à outils, un certain nombre de méthodologies pas très complexes et permettent d'aider et de faciliter ce rouage et cet engrenage de la gestion de crise. Donc aujourd'hui, je vous propose de creuser deux principes permettant de guider les dirigeants. C'est structurer la cellule de crise et soyez capable d'analyser et hiérarchiser les priorités. Et deuxième point, c'est construire et formaliser son plan de continuité des activités pour assurer la réalisation de ces activités essentielles. Connaître les activités essentielles, connaître les moyens pour les faire tourner, connaître les besoins de mes collaborateurs. Donc la gestion de crise et ses concepts clés. Hein, une cellule de crise, on en entend parler à tous les niveaux, hein, aussi bien au plus haut niveau de l'État que dans notre région et qu'au niveau des entreprises. C'est un organisme qui est une structure qui est physique ou virtuelle, à partir d'un endroit où on pilote les activités. On pourrait s'apparenter à un CODIR, à un comité de direction, un comité de pilotage, mais qui a cette casquette vraiment gestion de crise. Elle peut être organisée dans un lieu fixe, dans vos infrastructures, ou via les X solutions digitales qu'on a à notre disposition, gratuites ou payantes. Elle est parfois préparée en urgence, hein, même les plus préparés parfois la déploient en urgence et de manière un petit peu précipitée, mais elle peut être également préparée de longue date via des plans nationaux pour les professions réglementées ou les professions essentielles, ou via des plans groupes d'entreprises, par exemple des succursales de groupes nationaux ou internationaux imposent à leurs succursales d'avoir une organisation de crise. Et elle nécessite également souvent la formation, l'entraînement et l'exercice des collaborateurs et participants. Pour la structurer, cette gestion de crise, il faut penser à qui y mettre. Bien sûr, les principaux décideurs de l'entreprise qui vont avoir des rôles d'arbitre, de pilote,
des experts au regard de la situation. Aujourd'hui, on est associé à une situation de crise sanitaire, donc s'associer l'expertise ou rechercher l'expertise d'acteurs de la santé terrain qui peuvent vous accompagner sur des prises de décision particulières. Des professionnels de la communication, on verra le point clé de la communication vers vos collaborateurs, et les cellules d'expertise informatique. On en parlera plus après, mais l'informatique aujourd'hui est incontournable pour maîtriser l'ensemble des processus de crise, aussi bien pour s'assurer que vos applications sont à disposition en télétravail, hors site, dans le cloud, et des expertises juridiques, assureurs, finances, conseils. Il faudra également la piloter, cette cellule de crise, s'organiser pour qu'elle soit récurrente, dans certains cas tous les jours, à une heure donnée, peut-être de manière hebdomadaire, avec des ordres du jour différents. Mais son pilotage va être le nerf de la guerre et va permettre de concentrer les besoins en information et les décisions. Et n'oubliez pas, notamment pour les professions encore une fois réglementées, que vous devrez intégrer ou répondre à des exigences de la part de l'État, des élus, d'entrepreneurs partenaires, de réseaux vitaux, de sociétés civiles, etc. Donc, mobilisez votre équipe de crise et organisez les activités critiques. Qu'est-ce qu'on veut donner comme objectif à la cellule de crise ? Globalement, c'est donc mobiliser vos cellules de crise, appliquer les mesures d'urgence, identifier et former les porte-paroles, identifier vos personnels indispensables, évaluer l'état de gravité de la situation, et ce de manière régulière, pour comprendre quels sont les impacts actuels et potentiels futurs, définir et appliquer votre stratégie de communication, comment on va répondre en interne et en externe, comment on va rapidement informer, rassurer, accompagner nos collaborateurs ou nos partenaires. Récupérer et activer le plan de continuité des activités, s'il existe. Le plan de continuité d'activité, on le verra, c'est le référentiel ou les checklists qui vous guident et qui vous rappellent les questions importantes. Suivre la situation via différents canaux, c'est très important, il va falloir le faire au continu, on le voit avec cette crise Covid. Quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, il y a une nouvelle donne en termes de prolongement du confinement, en termes d'aide et de dispositifs d'accompagnement, en termes d'impact ou de perte de ressources humaines. Donc, le suivi de la situation fait partie des fonctions clés de cette cellule. Gérer la trésorerie de crise. Globalement, votre trésorerie, elle va devoir être mobilisé pour faire face à des dépenses spéciales et faire face à des dépenses courantes, telles que le règlement des salaires. Donc, il faut notamment assurer la continuité des règlements et du recouvrement fournisseurs et clients. Il faut éventuellement moduler le montant des règlements des cotisations officielles et sociales. Il faut demander le retrait des pénalités de retard des marchés publics, identifier les autres dispositifs immédiats d'aide. Il faut également organiser sa gestion humaine et sociale, notamment via le plan de continuité d'activité. Et on va le creuser ce sujet-là, il y aura un slide dédié. Et gérer la logistique de crise, là-dedans, je comprends principalement l'informatique et s'assurer que l'ensemble des collaborateurs ayant un rôle opérationnel dans cette crise puissent avoir accès aux moyens de transport, aux équipements de sécurité et à l'ensemble du système d'information nécessaire. Donc, focus sur la gestion sociale de crise. Particulièrement dans cette crise Covid qui a un impact financier, un impact sanitaire direct, la gestion sociale va être le nerf de la guerre, puisque l'objectif premier avant de continuer les opérations d'entreprise, l'entreprise a un rôle social vis-à-vis de ses collaborateurs. Il faut impérativement avoir comme premier objectif de préserver l'intégralité physique et morale de ses collaborateurs, en réduisant l'exposition au risque avant, pendant et sur site. Les collaborateurs ayant pour mission de continuer la réception du public ou d'avoir des contacts de proximité doivent impérativement être équipés par les moyens adéquats. Anticiper et limiter les impacts humains d'une situation de crise. Il va être également nécessaire de veiller, d'être à l'écoute des collaborateurs et d'anticiper et d'être proactif sur leurs besoins. Deuxième élément, si
cette crise, malheureusement, monte en pression. C'est-à-dire que vous pourriez avoir jusqu'à 30% de vos collaborateurs atteints en cas de stade pandémique, atteints directement par la maladie. Ce n'est pas le cas, hein, on ne se dirige pas nécessairement par là. Enfin, les experts aujourd'hui nous alertent quand même sur cette possibilité. Ce qui peut se passer, c'est 30% de perte d'effectifs associés à une contagion directe, plus 30% de perte d'effectifs associés à des collaborateurs qui doivent rester auprès de leurs proches pour les accompagner dans cette maladie. Donc, globalement, une entreprise pourrait perdre jusqu'à 50 et 70% de ses effectifs dans le pire des scénarios, ce qui peut être envisagé. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise doit continuer son rôle social et fournir une aide au personnel hospitalisé, fournir, si besoin, un accompagnement psychologique aux collaborateurs et faciliter des mesures de soutien financier et de soutien aux familles. Dernier point, la formation est sujet vraiment à inquiétude et à de nombreuses exigences lors de ce type d'événement. Les collaborateurs qui vont être déportés en télétravail ne sont plus au sein de l'entreprise, donc ne maîtrisent plus l'ensemble des canaux de communication qu'il peut y avoir habituellement. Donc, il est nécessaire d'être proactif, d'être vigilant, d'être juste et d'être cohérent pour les informations vers vos collaborateurs, vers les IRP, informer sur les dispositifs individuels et collectifs qui vont être mis en place, informer les collaborateurs sur les accompagnements financiers que vous allez pouvoir leur proposer, ou sur les accompagnements familiaux, fournir aux collaborateurs les informations nécessaires sur la gestion des absences. Vous devez accompagner, aider, traduire pour vos collaborateurs les dispositifs d'accompagnement, le cas échéant, entre les solutions de chômage partiel, entre les solutions d'arrêt maladie pour garde d'enfants. Vos collaborateurs ont besoin de vos confirmations et de vos informations pour pouvoir être un petit peu plus confortables lors de cet événement. Et les aider justement à comprendre et à mieux maîtriser les informations qui peuvent être parfois contradictoires entre les différents médias. Et également, vous allez aider vos collaborateurs à réaliser vos déclarations nécessaires. Donc voilà, là, on est sur l'aspect gestion sociale de la crise plus que sur l'aspect ressources humaines de crise qui, lui, se consacre aux aspects organiser mes équipes opérationnelles en temps de crise. Un deuxième focus sur la gestion de crise, qui est la communication de crise. L'insuffisance d'informations ou de communication effraie les équipes en interne et joue sur le long terme sur la fidélisation et la confiance de la plupart de vos clients. Oui. Donc, je vous le représente avec cet enchaînement vertueux de préserver l'intégrité physique et morale des collaborateurs, accompagner les collaborateurs aussi bien socialement, éventuellement financièrement et éventuellement psychologiquement, et informer vos collaborateurs dès que possible et régulièrement. Bon, ce qui nous amène à faire le focus suivant sur la communication de crise. Les 4 objectifs de cette communication de crise, particulièrement en interne et en externe, c'est protéger la réputation de l'entreprise, éviter les non-dits, éviter les erreurs d'interprétation qui peuvent être faites, donc anticiper, limiter les impacts d'une situation de crise, ajuster la communication à la dimension de la crise. Ensuite, c'est assurer la cohérence et la coordination des actions de communication. Dans le cadre de certaines activités, on va se rendre compte qu'entre une cellule de crise, une direction commerciale, une direction financière, des messages incohérents ou différents peuvent être portés en interne. Donc, il faut absolument qu'il y ait différentes sources de communication au sein de l'entreprise, mais que celles-ci soient contrôlées et nécessairement arbitrées par un point central unique au sein de la cellule de crise, de manière régulière et de manière outillée. De manière outillée, ce qui nous amène au prochain point, c'est maîtriser la relation globalement avec les médias et maîtriser les médias également de communication. Donc, ce qui veut dire qu'il faut outiller cette cellule de crise en termes de communication. Avoir 1 ou 2 schémas types quand survient un sinistre réel soudain, que l'entreprise n'ait qu'à mettre à jour un certain nombre d'états de communication externes au lieu de devoir les repenser, les réadapter. Donc, pour ça, il est utile de créer des kits médias
en temps calme qui seront exploitées, mises à jour et diffusées rapidement. On a vu que certaines grosses organisations ici ont mis quelques heures pour sortir un document extrêmement fiable et complexe, alors que d'autres ont mis jusqu'à 10 jours pour expliquer quel était leur plan de continuation, notamment pour la réception du public. Et la communication aussi doit partir nécessairement vers l'ensemble des instances ad hoc, partenaires de l'entreprise. On va penser aux instances sociales, mais on va également penser aux instances qui régissent la cité, l'État, les collectivités et autres directions générales du travail notamment, qui doivent être informées de vos dispositions par anticipation. Et je vais vous redonner quelques recommandations spécifiques qui sont, vous vous en doutez, beaucoup basées sur le bon sens, mais qu'il est utile d'avoir en checklist lors de rédaction de sites de communication. Il faut, lors de ces crises à forte dominante humaine, de leurs impacts, commencer toujours par privilégier l'humain et faire état de l'incidence humaine de la crise, les cas avérés, les hospitalisations, les éventuels décès, pour positionner l'entreprise comme un acteur social ayant conscience des impacts pour ses collaborateurs, qui sont des ressources humaines, mais avant tout des acteurs sociaux. Rester factuel, se méfier des communications hasardeuses et des sources d'informations qui parfois semblent tout à fait crédibles par l'impact de leur message, mais néanmoins qui sont sujettes à erreur. Donc, on ne cite que des faits contrôlés, issus de sources officielles ou éventuellement issus de la presse nationale et régionale de qualité. Il faut positionner également en acteur qui prend en charge. On met en valeur le fait que l'entreprise est une entreprise responsable, qu'elle active un plan préparé en amont de la crise. On a vu quelques exemples d'organisations guadeloupéennes qui ont été tout à fait brillants sur cet aspect-là. Associer ses partenaires, on associe ses partenaires critiques, clients, fournisseurs, autorités à l'effort fourni dans la crise. Nos entreprises sont de plus en plus interreliées avec d'autres acteurs du territoire. Donc, il faut anticiper ces éléments de communication et les préparer éventuellement avec ses partenaires les plus stratégiques en amont. Montrer sa volonté de communiquer. On utilise, on informe des informations, que les informations sont disponibles. On met à disposition un numéro vert ou un central ou un call center spécifique dans certains cas. On met à disposition sur son site web ou sur ses réseaux sociaux l'ensemble des informations et des contacts clés pour que les clients ou les partenaires puissent se rediriger pendant cette phase critique où l'entreprise fonctionne en mode dégradé. Je pense par exemple à certaines entreprises de services qui ont l'habitude d'avoir des positions de proximité avec des agences ou autres, qui doivent réorganiser le cheminement de clients vers justement ces centrales complètement dématérialisées. Donc, il faut bien accompagner ces clients dans l'utilisation de ces nouveaux médias en mode urgence. Garder la main, on en revient sur le point précédent. Garder la main, c'est se préparer, c'est avoir son kit média, avoir des modèles de communication déjà prêts, qu'on a simplement à adapter, à revoir annuellement, par exemple, et à adapter le jour du déclenchement d'une crise. Et c'est personnaliser et humaniser la communication autant que possible, se positionner en tant que personne physique, en tant qu'acteur de l'organisation, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur commercial, administratif et financier, plutôt que simplement porter le nom de l'entité morale. C'est ainsi qu'on arrive à personnaliser, humaniser et rendre l'information directement humaine. Donc, quelques éléments creusés que mes partenaires pour la présentation de ce webinaire m'ont rappelé, les pièges de la gestion de crise.
qu'on pourra creuser, reformuler quand nous serons à une étape plus heureuse de retour sur expérience, où on pourra analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais globalement, il y a quelques éléments clés qu'on peut voir causant de gros troubles à la gestion de crise et à l'organisation d'une cellule de crise. C'est d'avoir une mauvaise analyse de la situation, ne pas se comprendre, se dire que le scénario du confinement, par exemple, va durer 15 jours, que 15 jours à partir du 17 mars, et inscrire dans le marbre cette notion et structurer une organisation pour que ces 15 jours. Et ça, c'est très important aussi, notamment pour sa gestion de crise et sa gestion de trésorerie. Si on ne se positionne pas dans une gestion de trésorerie moyen-long terme, spécifique à la crise, on risque d'avoir des surprises fin avril. Même si les entreprises peuvent redémarrer globalement leur activité fin avril, la trésorerie de crise va rester effective jusqu'à au moins jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juin. Attention aussi aux doctrines ou aux principes tout établis qui dit qu'une crise se déroule exclusivement de cette manière-là. Et inscrire encore une fois dans le marbre un dogme sur une crise sanitaire et ne pas être capable d'en sortir. On va certainement le voir que le Covid va encore nous amener à un certain nombre de rebondissements. Peut-être pas au niveau local, niveau national, mais peut-être au niveau mondial, avec des effets complètement aujourd'hui non perçus et qui vont pourtant impacter notre territoire. Inégation du pilotage. Le pilotage de la crise est clé. Généralement, le directeur général va être le chef de la pilote de crise, possiblement, mais il ne pourra pas porter tous les rôles. Il ne pourra pas être à la fois coordinateur, arbitre, expert. Il prendra dans ce cas certainement de mauvaises décisions. Donc le décideur, qu'on soit dans une entreprise de 7 personnes ou qu'on soit dans une entreprise de plus de 100 collaborateurs, le décideur doit impérativement s'appuyer sur l'expertise de ses collaborateurs et sur la confrontation de ses jugements avec ses collaborateurs. Ça permet d'éviter les dénis des réalités, ça permet d'anticiper des jeux de posture, des mensonges, des manques de stratégie, des manques de traçabilité, la peur, l'émotion, la dispersion. Donc le pilotage doit être robuste, partagé et très organisé dans le temps. Prévoir sa réunion quotidienne, plus ou moins courte ou plus ou moins longue, prévoir sa réunion hebdomadaire, ça fait partie de ces éléments-là. Comme vous le faites aujourd'hui pour vos copiles CODIR. Et aujourd'hui, pour vos copiles CODIR, vous embarquez des experts qui vous aident à prendre des décisions, qui vous aident à faire les arbitrages. Le comité de crise doit être, la structure de la cellule de crise doit être organisée de la même façon avec une boîte à outils adaptée. Le pire aussi, ce serait l'absence de leadership. Personne dans l'entreprise prend ce rôle au sérieux ou met en évidence ce rôle. Donc dans ce cas-là, aucune décision, aucun arbitrage peut être mené. On ne voit pas où ça peut nous mener. Le déni de réalité, on en revient à l'analyse tronquée de la situation. Le déni de réalité la réalité doit être retranscrite à plusieurs dans cette cellule de crise pour avoir un message clair et efficace. Et le mensonge est implicite, les informations implicites doivent être proscrites, vous en doutez bien. Se dire aussi que la crise peut profiter à certains, certes, mais vos jugements et vos décisions ne doivent pas être basés sur ce type de message. Certaines activités maintiennent une production grande échelle pendant ce cas parce qu'elles sont associées à des services tout à fait essentiels de santé, d'énergie, de distribution. D'autres entreprises le subissent de plein fouet. Et donc, cet adage, il faut également s'en méfier. Et méfiez-vous également des postures, pouvoirs et égaux qui peuvent biaiser les décisions prises par vos collaborateurs pour essayer d'avoir une position un petit peu plus stratégique dans l'entreprise. Le plan de continuité d'activité. Nous avons vu là ensemble les axes de gestion de crise, aussi bien en mode réactif
qu'en mode proactif. Le mode réactif, c'est que vous vous mettez en posture d'organiser la crise à partir du moment où le constat est fait et irréversible. Le nôtre aura été le jour du 17 mars, quand le confinement, où là on s'est vraiment rendu compte de la situation sur le terrain, quand le confinement a été acté par l'État. Donc dans ce cas-là, vous avez pu bâtir votre gestion de crise, et cette gestion de crise doit s'appuyer sur un certain nombre d'outils opérationnels qui vont de plans très structurés pour les grandes entreprises à des checklists plus pragmatiques et directement opérationnelles pour les entreprises de taille un petit peu plus petite. Donc une définition actée pour la continuité des activités des entreprises, c'est un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien en mode dégradé des prestations essentielles de l'entreprise, puis la reprise planifiée des activités. Globalement, et la règle vertueuse à ce sujet, c'est de planifier en temps normal, se rendre compte quelles sont les entreprises, quels sont les risques qui peuvent en général toucher mon entreprise. Les risques d'incendie, les risques éventuellement sociaux, les risques plus globaux qui vont attaquer l'ensemble de la cité. Et en fonction de cette liste de risques qu'on a identifiée, qu'on essaie de revoir rapidement tous les ans, cette liste, on parle d'une page, hein, on ne parle pas d'usine à gaz, on parle simplement d'un document revu de manière intelligente tous les ans qui fait l'inventaire des risques soumis, à laquelle est soumise mon entreprise. Ensuite, une fois que j'ai ces risques, je me pose la question des impacts. Si j'ai un incendie, si je perds tous mes locaux, ça veut dire mes archives, je perds toutes mes archives papier, je perds toutes mes positions de travail, je perds éventuellement mon informatique qui n'est pas dans le cloud, avec toutes les sauvegardes et toutes les données recevoir, redémarrer mon activité. En combien de temps? Donc voilà l'importance, hein, se mettre dans une posture simple et efficace, de diagnostiquer les risques et d'imaginer l'impact qu'il va y avoir sur mon activité. Une fois que j'ai fait ça, je peux me dire, tiens, comment je vais redémarrer mon activité en mode continuité ou en mode reprise progressive. C'est la deuxième partie. Je mets en place des solutions techniques ou fonctionnelles pragmatiques aux enjeux de l'entreprise. Certaines entreprises qui font du call center, qui ont des postes de travail nécessairement physiques, vont par exemple organiser des solutions de travail à distance. D'autres entreprises vont simplement organiser le télétravail de manière accrue et s'assurer que l'ensemble des moyens informatiques sont à disposition pour tous les collaborateurs en mode dégradé. Donc voilà, je crée un certain nombre de solutions techniques et fonctionnelles pragmatiques pour maintenir mon activité. Et gérer, une fois que j'ai fait ça, il faut maintenir en condition opérationnelle cette solution de secours pour le jour J être en mesure de la déployer. Globalement, ce que l'on voit lors de cette crise Covid, c'est le besoin et l'importance du système d'information et la nécessité pour nos collaborateurs de travailler en télétravail. Pour ceux que c'est possible, parce que pensons à l'ensemble des sociétés qui font de la distribution, aux garages automobiles, aux différents ateliers, eux doivent organiser des travaux disons, ponctuels et maintenir l'activité sur leur site de travail habituel et ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, il faut arriver à organiser le travail de manière spécifique en fonction de chaque scénario. Donc, quelle structure… Excuse-moi de te couper. Il y a une remarque qui a été faite par Christophe Groux sur le fait que 85% des entreprises guadeloupéennes ont moins de 10 salariés. Donc, est-ce que tout ce que tu présentes est, selon toi, applicable dans le contexte guadeloupéen? Exactement. Et là, je vais le réinsister, j'y retourne. Merci Christophe pour cette question. Il faut vraiment appuyer là-dessus. En effet, la plupart des entreprises de notre territoire ont une taille inférieure à moins de 10 salariés. Mais je suis une entreprise de moins de 10 salariés. Je fais de la réception du public parce que je suis un magasin. Je fais des prestations de services en entreprise, je fais des prestations de services aux particuliers. Je dois me poser cette question-là. Je dois me poser la question des risques. Par exemple, je suis une entreprise de service à la personne.
J'organise le nettoyage d'un certain nombre de domiciles. Quels sont les risques pour mon activité? De quelle manière, un jour ou l'autre, je pourrais être amené à arrêter mon activité? Le risque Covid est un très bon exemple. Aujourd'hui, je ne suis plus en mesure d'envoyer mes collaborateurs travailler chez mes clients. Je n'ai plus le droit de le faire. Donc ça, voilà, je suis une toute petite entreprise, je peux déjà me rendre compte de cet élément-là. Donc, quel est l'impact sur mon activité? Un arrêt quasiment total de mon chiffre d'affaires, un arrêt quasiment total de mes activités. Et donc, comment m'organiser pour pouvoir, à minima, continuer mes travaux? Donc voilà, je suis une toute petite entreprise, je peux me poser ces questions-là. Je suis une toute petite entreprise, je peux mettre des solutions techniques pour continuer à travailler. M'assurer que mes collaborateurs reçoivent sur leur téléphone ou sur leur ordinateur l'ensemble de leur application, l'ensemble de leur email. Ça, il faut que je l'anticipe. Je ne vais pas demander au prestataire informatique qu'on est en temps de crise, quand il est submergé sur des risques particuliers, comment je vais pouvoir, en mode urgence, faire du télétravail. Donc, oui, ces éléments sont accessibles pour l'ensemble des entreprises. Pour les petites, il y a des méthodes très pragmatiques qui sont déroulables en une journée. Pour les plus grandes, en s'accompagnant de référentiels très complexes, comme j'ai pu le voir là, pour la gestion des risques avec la série des ISO 27000 ou les normes anglo-saxonnes. Mais différents modèles existent pour la TPE jusqu'au grand groupe. Pour l'instant, une autre question qui est posée en même temps par Claire Balédier, c'est quelle est la norme officielle pour la mise en place d'un PCA? Alors, il y a différents registres de normes. Aujourd'hui, certaines normes, comme la série 27000 sur la sécurité informatique notamment et la sécurité des organisations, la série des normes ISO 23000, mais également les normes un peu plus classiques, qualité, environnement, énergie, les normes associées aux réglementations financières et légales, les normes associées aux réglementations sociales, exigent des entreprises à pouvoir assurer leurs activités les plus critiques, même en cas d'événements bloquants majeurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une norme unique qui dicte la continuité des activités. Mais de nombreux référentiels métiers imposent d'être prêts au regard de la continuité d'activité. Voilà un peu le fonctionnement de la normalisation au sein du PCA. Et si, par contre, si vous voulez des sources de données, allez voir les normes ISO 27000, allez voir la réglementation financière si vous êtes plutôt sur les aspects DAF, direction administrative et financière, allez voir les normes de BAL ou de SOX sur ces aspects-là. Après, donc, il n'y a pas de normes qui dictent un modèle exact de réalisation, mais notamment, et cette problématique de continuité des activités, pour faire un petit peu d'histoire, a été initiée dans les années 70-80 par certaines entreprises industrielles américaines associées à des processus de flux tendus. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettaient d'organiser la résilience des entreprises. Et puis après, le monde bancaire a tout de suite pris en considération ces éléments-là. Et maintenant, le concept de continuité des activités est déroulable pour l'ensemble des entreprises. Donc, le BIA, Business Impact Analysis, ou bilan d'impact sur activité, il est transcribe en français, cet élément-là, c'est l'évaluation des risques et la mesure des impacts. C'est vraiment l'outil clé du chef d'entreprise. Encore une fois, j'ai une entreprise de 5 collaborateurs, c'est 1 à 4 qui liste les risques, qui liste les impacts potentiels, les impacts sociaux, les impacts humains, les impacts financiers, les impacts organisationnels, et qui définit une stratégie de reprise, si c'est possible ou non. Ça, c'est, à mon sens, un outil de gestion par les risques obligatoire. Deuxième élément de mon PCA, c'est le plan de continuité des opérations. Donc, j'ai ma fonction financière et comptabilité, j'ai ma fonction commerciale, j'ai mes opérations, que ce soit une chaîne de production, de fabrication alimentaire, que ce soit mon activité de mécanique, que ce soit ma distribution de produits pour les professionnels. Comment je m'organise?
Combien de collaborateurs il me faut? Quels sont leurs outils informatiques et physiques qui leur est nécessaire? Quels sont les moyens financiers à mettre en œuvre anticipés? Donc ça, c'est le plan de continuité des opérations. Ensuite, on retrouve le plan de continuité informatique et télécom. Encore une fois, pour une grosse entreprise, on va être sur un document très complexe, parce qu'une grosse entreprise, elle va se retrouver avec 100, 150 applications métiers, avec une quarantaine, une cinquantaine de serveurs physiques ou logiques sur site. Elle va devoir se poser des questions extrêmement complexes de séquencement, de priorité, de redémarrage des applications. Alors qu'une entreprise plus agile, par définition, enfin plus petite et donc plus agile par définition, pour avoir un PC, un plan de continuité informatique et télécom tout à fait exhaustif et déclenchable en un claquement de doigts en bénéficiant des solutions dans le cloud, par exemple, ou en assurant la mise en place de VPN, de liens réseau sécurisés pour que l'ensemble des collaborateurs puissent travailler où qu'ils soient. Et donc là, aujourd'hui, les technologies modernes, à condition de ne pas être sur un scénario de perte complète des infrastructures télécoms sur notre territoire, on est sur un scénario où l'entreprise peut continuer d'un claquement de doigts à basculer ses activités informatiques sur le cloud ou sur le télétravail. PCIT, le plan de continuité informatique et télécom, il doit adresser lui-même différents scénarios. Ma salle informatique brûle, ou je perds mes connexions Internet. Voilà, il devra adresser ces différents scénarios-là. Et puis après, le maintien en condition opérationnelle. Là, c'est la clé de voûte du dispositif. Pour une structure de 5 collaborateurs, il suffit de se faire 1 ou 2 réunions annuelles pour simuler l'exercice, simuler les réactions, les décisions. Alors que pour une entreprise de taille plus importante, avec de nombreux process décisionnels, de nombreux acteurs, un plan de test sera nécessaire, des délais, des tâches importantes de maintien en conditions opérationnelles des procédures seront nécessaires, puisque le PCA devra coller aux évolutions de l'organisation de l'entreprise. Nos grosses entreprises bougent leur direction, changent d'application métier, développe de nouveaux métiers. Le PCA doit continuer et doit coller à ces évolutions. Donc très globalement, les impacts, si on devait lister par exemple, si on fait notre fiche risque et notre fiche impact. Notre fiche risque, elle est actée, c'est une pandémie associée à une pandémie de Covid qui engendre une crise sanitaire majeure sur notre territoire. Donc, les impacts, c'est certaines de mes tâches sont stoppées ou ralenties durant cette période. Les efforts de développement que je consacre habituellement via mes études commerciales sont reportés à la fin de la période d'épidémie. L'autre impact, c'est que je dois prévoir, imaginer, perdre 15 à 70% de mes ressources humaines le temps que la crise sanitaire passe. Je dois également me poser la question de comment organiser mes activités relations clients et relations fournisseurs qui vont être impactées, voire à l'arrêt. On voit le cas de l'Italie, de l'Espagne et de la Chine un petit peu plus tôt, où seules les activités essentielles doivent continuer. Les activités essentielles, pour y revenir, on est sur la santé, on est sur l'énergie, on est sur le transport, on est sur l'alimentaire. Je fais la distribution de produits professionnels, je fais de l'entretien automobile, je ne peux plus exercer mon activité. Dans ce cas-là, je dois me consacrer mes activités de crise à la recherche de solutions et d'aide et d'accompagnement fournis par l'État. L'État, les collectivités, vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, vos prestataires externes vont également être confrontés aux mêmes problématiques et obligés de travailler effectif réduit. Donc ça, il va falloir l'anticiper. Votre plan peut l'anticiper, mais vous allez devoir vous rendre compte au fur et à mesure des réels impacts sur vos partenaires. Donc il faut se méfier de cette partie-là. Comme aujourd'hui, certains dispositifs proposés par l'État, par les collectivités, vu la surcharge des accès, sont difficilement accessibles. Donc, il faut également prévoir, anticiper, veiller pour pouvoir faire ça dans les temps néanmoins. Et la bonne nouvelle, néanmoins, nous conservons nos systèmes d'information et notre environnement de travail.
Et notre savoir-faire, donc ça c'est la bonne nouvelle, notre capital d'entreprise reste pérenne, ce qui nous permet quand même de pouvoir anticiper et une reprise plutôt rapide, contrairement à des cas de sinistres qui, je pense malheureusement aux cyclones ou à un tremblement de terre, qui là vont attaquer durablement nos infrastructures. Donc dans ce cas-là, le plan de reprise d'activité va être d'un tout autre ordre. Et il va falloir être beaucoup plus agile en termes de moyens d'équipement. Mais ce n'est pas le scénario d'aujourd'hui qui se consacre plutôt à la difficulté sociale et à la perte d'effectifs. Donc, nous sommes bientôt à la fin. Je veux passer en revue les éléments clés du plan de continuité des opérations. On retrouve nos ressources critiques humaines, matérielles et organisationnelles, mes missions et activités essentielles à maintenir en permanence ou en mode dégradé. Je refais le distinguo entre j'ai vu une question diffusée là, entre les termes PCA, plan de continuité d'activité, PCI, plan de continuité informatique et télécom, PRA, plan de reprise d'activité. Globalement, PCA, c'est l'acte, c'est l'effort de ne jamais arrêter son activité, peu importe le sinistre, et de ne jamais arrêter ses activités les plus critiques. Ça vient principalement du milieu bancaire et des opérateurs, par exemple. L'opérateur fait en sorte, quoi qu'il arrive, que le service rendu puisse continuer. L'opérateur téléphonique, qu'il perde partie de ses équipements, organise sa résilience technique et fonctionnelle pour que le service perdure de manière continue, alors qu'une reprise d'activité subit un arrêt et un redémarrage programmé. Donc, ce sont des notions un peu normées néanmoins, mais qu'il faut maîtriser. Et le plan de continuité informatique et télécom, il est du même acabit. On essaie de faire perdurer sans arrêt certains éléments de l'informatique, alors que d'autres moins critiques, associés à des processus plus rares, vont simplement s'arrêter et redémarrer quand ça sera nécessaire. Donc, les ressources humaines critiques et matérielles requises. Donc, les activités essentielles, mesurer aussi, gérer les activités nouvelles générées par la crise, des relations clients, fournisseurs complémentaires qui n'existent pas avant et qui doivent être faites de manière spécifique. Quelle activité je peux temporiser ou reporter, comment j'organise mon service minimum dans le respect de la législation et dans le respect de la sécurité de mes collaborateurs. Évaluer les données et flux critiques. L'autre élément important, c'est quel est votre capital de données dans l'entreprise. Il y a une étude du Boston Consulting Group, qui dit qu'une entreprise qui perd l'intégralité de ses données, aussi bien physiques que digitales, va faire faillite dans les 2 ans. C'est un élément important. Aujourd'hui, le capital de l'entreprise est bien sûr un capital et un savoir-faire basé sur l'humain, mais est également un capital et un savoir-faire basé sur les données à disposition de l'entreprise, les données financières, les données commerciales, les données stratégiques, les données métiers, les données de production. Donc, une entreprise qui subit en sinistre l'intégralité de la perte de données, qui n'est pas capable de les reconstruire, faute de plan de sauvegarde, faute de copie des données papier les plus critiques, se trouve dans un trouble extrêmement grave. Organiser, le deuxième élément très phare du PCO, c'est organiser le temps et le mode de travail des collaborateurs. Les collaborateurs nécessitant une présence continue sur site, encore une fois avec les règles de sécurité exigées. Le collaborateur pouvant basculer en télétravail, le collaborateur pouvant faire l'objet d'une éventuelle mesure de chômage partiel ou d'indemnisation. Et la prise en compte d'un scénario d'absentéisme à 15 à 170%. Certes, je me fais mon organisation du travail, mais je me mets quand même dans le scénario du pire, malheureusement. On n'y croit pas toujours à ce scénario du pire, mais l'histoire nous montre que c'est possible et le futur nous rappellera certainement à l'ordre, avec une fréquence élevée de ces événements qui peuvent vous toucher que vous ou qui peuvent toucher la cité entière. Donc prenez dans le pire des cas votre un scénario d'absentéisme à hauteur de 70% des collaborateurs. Vous verrez l'exercice de style, au moins pendant 1 mois, de pouvoir organiser des activités critiques avec 30% des salariés. Et dernier élément, assurer la gestion de la chaîne logistique et technique nécessaire.
On voit certaines entreprises, de par leur activité ici, qui avaient à disposition un certain nombre de kits gel hydroalcoolique et de masques pour le visage. Ces entreprises l'avaient parfois en prévention de continuité d'activité, mais principalement liées à leur activité. Aujourd'hui, ces entreprises sont capables d'accompagner leurs collaborateurs et de maximiser leur sécurité. C'est ce genre d'action qu'il faut faire et qu'il faut pouvoir anticiper à minima, hein, sans bloquer une trésorerie trop importante, mais prévoir quand même un kit minima d'outils et de besoins pour gérer la crise, aussi bien les crises perte d'infrastructures que les crises sanitaires. Donc ça passe aussi par l'approvisionnement du secours, la continuité de l'explication, la sécurisation des biens et des personnes. Voilà. Dernier élément, c'est le PCIT. Mais là, le PCA et le PCIT, je vous abreuve d'informations. On est sur des complexes, hein, des concepts qui sont adaptables à une petite entreprise d'une certaine manière, à une autre entreprise d'une autre manière. Donc, je vous invite à reprendre contact avec tous les acteurs de cette présentation pour creuser ces sujets-là, puisqu'ils sont extrêmement riches, tout en étant adaptables à chaque typologie d'entreprise. Et ça, j'y tiens, hein, puisque nous-mêmes, nous accompagnons des très grands groupes comme des structures de moins de 10 collaborateurs, mais qui ont pourtant un rôle vital pour la société et l'économie locale. Donc, je vous invite vraiment, peu importe vos structures, à creuser ces sujets et on peut trouver ensemble la solution la plus pragmatique. Donc, le SI, le système d'information, qui est le nerf de la guerre, hein, je crois qu'il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui peut targuer de se baser à minima de ses emails et à minima de son outil de facturation. Vraiment, si c'est le minimum vital. Donc, le nécessaire ici, c'est dans notre cas d'organiser le télétravail des collaborateurs quand c'est possible. Ce n'est pas tout à fait une situation miracle, hein, le télétravail. On s'aperçoit que ça va devenir de plus en plus un fait. J'entends même certains chercheurs dans le droit du travail dire que ça pourrait être un droit acquis dès l'intégration d'un salarié. Néanmoins, le télétravail exige une certaine habilité, une certaine formation de vos collaborateurs et une certaine organisation du travail avec des instances régulières, avec la gestion d'objectifs, avec la gestion de suivi, avec la maîtrise parfaite des outils. Donc, le télétravail est clé, mais il ne répondra pas à toutes vos problématiques. Encore plus pour les entreprises qui ont des chaînes de production où la présence physique est bien sûr indispensable. Évaluer et sécuriser la disponibilité des applications critiques by design. Alors là, on parle de notion de PDMA, de RTO, c'est la perte de délai, déterminer les délais d'interruption maximale admissibles ou les pertes de données maximales admissibles. Par exemple, j'ai mon application de gestion, hein, SAP, Ciel, Sage, Divalto. J'ai mon application de gestion. Au bout de combien de temps, si je la perds, si je n'y ai plus accès, et au bout de combien de temps, si je perds ces données, ça devient tout à fait critique. Ça va commencer à me coûter très cher et à me coûter des pénalités. Donc, j'essaye pour chacune de mes applications d'identifier ce délai maximal d'arrêt et cette perte de données maximum. Et ça nous permettra de mesurer les solutions adéquates. Et posez-vous la question aussi bien sur cette notion de by design, qu'on voit aussi bien pour la conception d'une nouvelle activité au sein de l'entreprise que pour l'achat d'une application. Dès que j'achète un nouveau produit ou dès que je mets en place un nouveau processus, je m'assure que depuis sa conception, il est capable de faire du PCL, la continuité. Le SaaS va être une grande aide pour ça. La plupart des prestataires qui fournissent leurs applications SaaS fournissent un engagement contractuel de disponibilité de l'application. Et donc, dans ce cas-là, ça vous permet, à moindre frais, d'assurer la disponibilité de ces applications à condition d'avoir Internet au moment où vous en avez besoin. La sauvegarde des données. Si vous avez vos données en interne, assurez-vous d'avoir une sauvegarde quotidienne des données, au moins pour les plus critiques, et assurez-vous aussi d'externaliser ces données. Maintenant, on retrouve des solutions relativement économiques et efficaces pour sauvegarder quotidiennement les données dans le cloud. Croyez-moi, les données, c'est le nerf de la guerre. Vous ne voulez pas vous retrouver avec une perte de données trop importante. Pensez à votre fichier Excel sur lequel vous travaillez depuis une semaine. Quand il crache, c'est déjà un drame.
Hein, quand vous perdez même ne serait-ce qu'une journée de travail de votre fichier Excel, ou je pense aux clôtures comptables qui sont faites en ce moment avec les consolidations sur Excel, une perte d'une journée de données d'Excel, c'est un vrai drame. Imaginez la perte sur l'ensemble de vos données d'entreprise, le drame que ça peut générer. Pour reparler aux applications, je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui sont dédiées à la gestion de crise et qui sont incontournables. J'ai parlé d'applications de gestion, mais la messagerie, bien sûr. La messagerie doit continuer, doit être une application qui fonctionne en mode continuité. La messagerie va être le nerf de la guerre pour faire fonctionner la cellule de crise, pour dérouler votre PCA. Donc, assurez-vous que votre messagerie est redoutablement redondante, soit avec des solutions cloud open source ou des solutions Office 365, soit en ayant ces infras en interne. Mais attention dans ce cas-là à la sécurisation et à la sauvegarde des données. Donc, le même point, assurer la disponibilité by design des infrastructures informatiques, systèmes, donc ce sont vos serveurs qui vont être physiques, qui vont être virtuels, mais également vos réseaux informatiques. Est-ce qu'ils sont redondants? Est-ce que je peux accéder à mon réseau privé d'entreprise depuis chez moi? Est-ce que mes collaborateurs peuvent le faire? Est-ce que c'est agile comme système? Est-ce que je peux pallier à la défaillance d'un opérateur, de plusieurs opérateurs? Est-ce que j'ai des activités qui sont tellement critiques et stratégiques que je dois m'orienter vers une solution satellite ponctuelle de secours? Le réseau, on n'y est absolument pas impacté aujourd'hui par la crise Covid, jusqu'à preuve du contraire. Méfions-nous, bien que l'Internet soit mécaniquement, par conception, assez résilient, puisqu'on fonctionne sur un système maillage en toile d'araignée, on n'est pas à l'abri, lors d'un futur sinistre majeur, d'avoir des troubles très importants de réseaux locaux et de réseaux Internet. Donc, essayez de réfléchir à des parades sur ces aspects-là et assurer la disponibilité des systèmes SaaS et cloud, on a déjà évoqué. Donc, sujet très dense, hein, très dense mais passionnant, ce PCIT et ce PCA. Maintenant, pour conclure et passer à quelques questions-réponses, je vous propose de partir sur une touche positive et de se positionner en organisateur de la reprise d'activité. Globalement, cette reprise d'activité, on l'a vu sur la frise au début, elle doit être anticipée et elle doit être démarrée dès maintenant. Et elle ne sera pas forcément aussi simple que ça, hein, que je sois une toute petite structure. Est-ce que j'ai mes 5 collaborateurs? Est-ce que mes clients particuliers et professionnels seront prêts en même temps que moi? Parce que moi, j'ai 5 collaborateurs. Je suis tout à fait agile et apte à redémarrer dès que le confinement sera scellé. Je peux en 24 heures assurer quasiment 100% de mes activités habituelles. Mais est-ce que mes partenaires qui ont une taille plus importante seront capables de faire la même chose? D'autant que, méfions-nous, cette crise peut être sujette à rebondissement. Je me rends compte aujourd'hui, par exemple, qu'en Guadeloupe, on n'a pas l'impression forcément de passer à un stade pandémique avec un nombre de collaborateurs, avec un nombre de patients et de cas avérés du Covid qui reste stagne en termes d'évolution. Néanmoins, méfions-nous et faisons attention aux futurs rebondissements que vont impacter ces scénarios. Donc, la sortie de crise suppose de mettre fin aux mesures spécifiques liées à la gestion de crise. Elle est ainsi à préparer avec anticipation pour la remobilisation et la sécurisation du travail de collaborateurs, pour se mettre en capacité de redémarrer dès que possible et progressivement, en anticipant votre montée en charge. Pour cette zone d'entreprise, il va falloir planifier la remise en production, la logistique, anticiper les achats, activer les dispositifs d'aide. Et bien sûr, servons-nous de cette crise sanitaire pour mieux construire notre plan de continuité d'activité, mieux construire notre PCA de manière pragmatique et cohérente et assurer notre préparation et notre résilience pour les prochains sinistres qui toucheront peut-être une seule organisation ou qui toucheront l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie pour votre attention. Il s'agit… Oui ?
J'ai une petite question, une remarque de Naïka qui demandait si le RGPD pouvait aussi préparer les entreprises au niveau des contrats, des documents de l'entreprise dans une certaine mesure. Le RGPD, dans une certaine mesure, est une exigence au regard du plan de continuité d'activité, au sens où l'entreprise, encore une fois, la donnée, hein, j'insiste, c'est le nerf de la guerre et c'est la clé. Qu'on parle de données stratégiques, qu'on parle de données à caractère personnel, pour parler RGPD. Donc, le RGPD va avoir une exigence au regard de la continuité de l'entreprise sur la sauvegarde de ces données. L'entreprise doit être capable de conserver et de sécuriser les données personnelles et le RGPD exige cet aspect-là et le PCA répond à cette capacité, répond en partie à cette capacité-là. Donc oui, il y a un lien fort entre le RGPD et le PCA. Une autre question de Claire Balédier, le point de départ du PCA n'est-il pas la mise en place d'un système de management de qualité ou RSE? Je veux dire oui pour certaines organisations. Je pense à nos PME guadeloupéennes qui ont initié ces démarches RSE, qualité, environnement, énergie, qui imposent une évaluation de l'organisation par les risques. Donc, dans ce cas-là, oui, ces référentiels vont être un excellent point de départ pour initier cette démarche. Je pense aux entreprises du milieu bancaire ou aux entreprises du milieu de la mutuelle de l'assurance. Elles vont être astreintes à d'autres référentiels qui vont passer au-dessus. Et donc, ces autres référentiels vont être les déclencheurs pour la démarche risque et PCA. Je remercie les intervenants, les organisateurs de cet élément. Je sais que ce type d'exercice est délicat puisqu'il y a un volume d'informations assez riche. Et je pense que l'UDE MEDEF, Christophe, que je vois à l'écran, Alix également, la cellule de communication et moi-même et nos consultants chez All-in Management et Technologies, on est prêt à répondre à vos sollicitations, hein, qu'elles soient simplement à titre d'information sur par où prendre le bout de la ficelle. Nous sommes passionnés par ces sujets, passionnés par la résilience de nos entreprises, par la résilience de notre territoire. Donc, on est là. En effet, je me permets de prendre la balle au bon, de rebondir, de changer de casquette. Là, je prendrais plutôt ma casquette d'administrateur du MEDEF et rebondir sur une remarque de Sabrina Wachter qui mettait en avant que oui, il faut mettre en place un plan de continuité, mais que fait-on du chef d'entreprise, de l'entrepreneur qui, lui, peut connaître lui, une baisse de forme, une baisse de morale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau de l'UDE-MEDEF, il y a un certain nombre de cellules qui sont actives, la cellule de crise qui fait de la veille, mais aussi une cellule d'accompagnement des chefs d'entreprise et un certain nombre de collaborateurs, des permanents qui sont en télétravail et qui répondent aujourd'hui à toutes les questions que peuvent se poser les chefs d'entreprise et qui peuvent accompagner dans un certain nombre de mesures. Donc, n'hésitez pas à prendre la tâche du MEDEF pour ce type de besoin. Et on continuera à vous accompagner déjà par des prochains webinaires.